Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021 pour mieux gérer la période de pré-campagne. Conformément à la nouvelle réglementation adoptée par la HAC, les membres de l'institution ont organisé une séance de sensibilisation des professionnels des médias à Parakou. Chefs d'entreprise du secteur public et privé s'imprègnent du contenu de la loi de finances 2021. C'est une initiative du Conseil national du patronat du Bénin. Les détails dans ce journal. Et puis, hors du Bénin au Mozambique, un cyclone a causé des dégâts. Des milliers de personnes ont été évacuées en Israël. Des juifs ultra-orthodoxes refusent de se conformer aux règles sanitaires. Puis au Portugal, le président sortant a été réélu pour un nouveau mandat. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. La pré-campagne pour le scrutin présidentiel d'avril prochain est ouverte au Bénin. Pour bien gérer cette période, la HAC sensibilise les professionnels des médias. Le compte-rendu de l'étape de Parakou avec Ronald Robinson et Giscard Rakovi. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication prévient avant de sévir. Une nouvelle réglementation exclusivement dédiée à la pré-campagne de la présidentielle 2021 est présentée à la presse. La HAC est descendue aujourd'hui à Parakou pour entretenir les professionnels des médias sur la conduite à tenir pendant la période de pré-campagne. Et elle entre en vigueur le lundi 25 janvier. Donc la HAC s'est dit cette fois-ci, il faut présenter la décision aux professionnels des médias qui s'approprient le contenu avant qu'elle prenne effet. Toute violation des dispositions de cette décision comporte des sanctions. Des interdictions et des autorisations sont contenues dans les 13 articles qui régissent la pré-campagne au niveau des médias. Il est interdit de prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale. Il est interdit, en ce qui concerne la revue de presse, toujours de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie. La décision autorise la diffusion des communiqués à vue de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que des duos président et vice-président. La décision autorise la diffusion des déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. La HAC donne la possibilité et la faculté pour les médias de diffuser des émissions interactives à condition qu'elles soient confiées à des professionnels compétents, respectueux des règles d'éthique, d'impartialité et d'objectivité. Les médias en ligne font la même chose qu'une rédaction traditionnelle. Donc, cette décision également, les médias en ligne sont concernés. Ces professionnels des médias ont visiblement bien intégré la démarche de la HAC qui vise le respect de la loi et la préservation de la paix en période électorale. La HAC n'interdit pas la couverture des événements politiques, mais la HAC nous demande de faire particulièrement attention au niveau du traitement pour ne pas verser dans la propagande avant que la période indiquée pour la propagande ne soit officiellement ouverte. Qui nous est demandé, comme d'habitude, donc d'éviter de relayer les déclarations de candidature dans les émissions autres que le journal parlé ou le journal à la télévision. Mais au niveau donc des éditions du journal, il y a un certain nombre de fois qu'on peut relayer ce genre d'informations pour ne pas violer la loi. Je crois que tout cela participe donc du maintien de la paix
et de l'unité nationale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme pour ne pas s'adonner à la campagne avant la période de 2 semaines qui y est consacrée. La décision de la HAC relative à la régulation des activités des médias durant la période de pré-campagne est donc déjà en vigueur. Pour mieux cerner certains contours de la décision, la rédaction vous propose un extrait des clarifications apportées par le directeur des affaires juridiques de la HAC, reçu ce matin sur l'émission 5 sur 7 matin. Il y a 3 types d'obligations dans cette décision. Ouais. Donc, dans un premier temps, il y a les autorisations. Donc, ce que les professionnels des médias peuvent faire au cours de la période. Il s'agit notamment de la couverture des échanges d'informations, des déclarations d'adhésion et des cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Donc, au cours de la période, les médias sont autorisés à couvrir les activités relatives aux échanges d'informations, aux déclarations d'adhésion et aux cérémonies d'installation des cellules des partis politiques. Au cours de la période, les médias sont également autorisés à passer les avis et communiqués des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que des duos président et vice-président. Ouais. Les médias peuvent également diffuser ou publier les déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. Ils sont également autorisés à couvrir les cérémonies d'investiture dans la limite d'une seule par duo président et vice-président en 3 diffusions au maximum. Ils sont enfin autorisés à couvrir les activités d'information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Actualité liée à la présidentielle toujours, le 11 avril prochain, les citoyens béninois iront aux urnes avec une particularité, cette fois-ci un duo de président et de vice-président de la République à élire. Quelles sont les dispositions du code électoral en la matière? Les éléments de réponse avec Lénaï Kagwazaou. Élection du duo président de la République et vice-président de la République. C'est le livre 3 du Code électoral qui traite de la question en ce qui concerne les règles particulières. Selon les dispositions des articles y afférents, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours. Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les 2 duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. En cas de retrait d'un duo, les duos suivants sont retenus dans l'ordre de leur classement après le premier tour. Le désistement, l'empêchement ou le décès d'un candidat aux fonctions de président de la République invalide la candidature du duo lorsque ces événements interviennent après le dépôt de candidature. En cas de désistement, d'empêchement ou de décès d'un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit si possible à son remplacement, conformément aux conditions prévues à l'article 44 de la Constitution. Sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Les candidats d'un duo restés seuls en lice au second tour, par suite de désistement, d'empêchement ou de décès, 2 candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République. Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai de l'année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République
ou de vice-président de la République s'il naît de nationalité béninoise, de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, naît de bonne moralité et d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, naît âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction, a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats, naît présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Et puis, vous suivrez des éléments relatifs à ces règles particulières dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national du patronat du Bénin a organisé une séance d'information pour les chefs d'entreprise du secteur public et privé. Ils ont été entretenus sur le contenu de la loi de finances 2021. Précieux Akwarono, Ramatoulawani. La loi de finances exercice 2021, présentée aux chefs d'entreprise, qu'ils soient du secteur public ou privé. Cette nouvelle loi définit les modalités en ce qui concerne le foncier, les taxes et impôts en République du Bénin. Le présent atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échanges avec les administrations fiscales, douanières, foncières et économique du ministère de l'économie et des finances dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances. Au regard de la situation économique difficile liée au Covid-19 que nous traversons, les enjeux qui nous attendent sont de taille et nous devons tout faire pour ne plus en ajouter du fait de notre ignorance de la réglementation en vigueur. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes, aussi bien dans nos entreprises que dans l'administration publique en général et dans l'administration des finances publiques en particulier. La loi de finances 2021 a été élaborée dans un contexte marqué par le coronavirus. Les mesures fiscales de soutien aux entreprises, aux ménages et aux collectivités locales sont maintenues. Il s'agit entre autres de la reconduction de la dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables qui souscrivent spontanément pour la première fois dans leur déclaration en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs. Il s'agit également de l'exonération de la taxe professionnelle synthétique sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles. L'exonération de la patente sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles et l'exonération de la taxe de douane et de TVA pour les camions, autobus, autocars, minibus importés ou fabriqués et vendus au Bénin à l'état neuf. La loi de finances organise l'activité économique. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures fortes pour un environnement favorable aux investissements dans tous les domaines. Les mesures urgentes prises par le gouvernement, notamment à travers la loi de finances rectificative 2020, témoignent de son effort permanent à l'atténuation des conséquences économiques et sociales engendrées par ces chocs exogènes. La connaissance de la loi de finances permettra aux acteurs économiques d'éviter les obstacles dans l'exercice de leurs activités. Lancé le 14 janvier dernier, les inscriptions pour le compte du baccalauréat 2021 prennent fin le 29 janvier prochain. Cette année, le processus est entièrement dématérialisé. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, explique l'opération aux candidats au micro de Lénaïque Agbazao. Les inscriptions au baccalauréat 2021 se font par les chefs d'établissement pour les élèves de classe de terminale et les candidats libres qui individuellement doivent aller sur la plateforme de l'Office du baccalauréat et constituer leur dossier à déposer auprès des représentants de l'Office du baccalauréat
et qui sont présents dans les 12 départements actuellement. Moi-même, je viens de Parakou, où j'ai pu constater le bon déroulement des inscriptions. Cette année, le processus d'inscription est entièrement dématérialisé, aussi bien pour les candidats officiels que pour les candidats libres. L'Office du baccalauréat récupère globalement auprès des candidats l'acte de naissance, puisqu'on veut voir l'acte de naissance papier, et le formulaire d'inscription. Il y a la carte d'identité. La carte d'identité, cette pièce est présente dans les dossiers afin de lutter contre certaines fraudes. Parce qu'il y a de faux candidats qui peuvent venir avec les cartes d'identité d'autres. Mais maintenant, ce stratagème ne marche plus au niveau de l'Office du baccalauréat. Et ce document permettra aux candidats de s'inscrire en bonne et due forme. Il n'est pas question de rejeter les dossiers, puisque tout se fait en ligne. Et en ce qui concerne la carte d'identité, l'autorité nous a dit que cette année, il y a quelques problèmes. Nous avons pris ça en compte, si bien que le récépissé suffit. Certification d'identité personnelle. Donc, nous serons regardants pour que de faux candidats ne deviennent pas, effectivement, alourdir le taux d'échec. Et il faut remercier le gouvernement pour la délivrance des actes de naissance sécurisés. Ça permet effectivement aussi dans l'espace du mois de faire en sorte que nous sommes quand même à la pointe en ce qui concerne la dématérialisation. Donc tout se fait de manière dématérialisée. Nous sommes à l'époque du Covid et nous voulons préserver aussi la santé des candidats. Ça va aussi dans le sens des réformes de l'UMOA, puisque nous sommes membres de l'UMOA. Il y a le bac UMOA qui doit avoir lieu normalement d'ici 2024-2025 et je crois que nous serons parmi les premiers à emprunter cette voie. L'inscription au baccalauréat prend fin le vendredi 29 janvier 2021 à 18h30 précise. Intéressons-nous à présent à ces employés de plusieurs entreprises du Bénin qui ont reçu des distinctions au cours de la première édition de l'événement Dîner du Challenger. C'est une soirée au cours de laquelle les mérites de ces travailleurs ont été reconnus. Blaise Adambo, Calvado Arono. Le Dîner du Challenger vise à célébrer l'employé de l'entreprise. Il s'agit ici de l'employé qui participe à l'essor de son entreprise. Nous célébrons l'employé méritant. Il est désigné le challenger, en ce sens qu'il pose ses pas dans celui du responsable de l'entreprise, qui lui-même n'a généralement autre option que celle d'accroître la productivité. Ce type de soirées permettent d'avoir des travailleurs motivés et totalement engagés pour la réussite des questions de l'entreprise. Alors, donc, créer de la richesse, créer de l'emploi reviennent aux entreprises, mais ce sont les employés qui jouent le principal rôle. Une dizaine d'employés a reçu une distinction, fruit du couronnement de leur service au profit de leur entreprise. Je prends conscience maintenant que je suis suivie et que je vais redoubler d'ardeur pour mériter à chaque fois cette place-là. Je prends l'engagement de mieux faire, voilà. Des certificats de reconnaissance ont également été remis à des entreprises. Parmi elles, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'est à la base d'une distinction qui récompense les meilleurs employés, les meilleurs agents qui contribuent à l'éclosion de toute entreprise et de toute société. L'ORTB a été reconnu pour l'ensemble de ses efforts au travers de ses agents pour le développement du Bénin en général. Le dîner du Challenger, c'est une soirée riche en couleurs, mais également riche en prestations artistiques.
L'Association des sociétés d'assurance du Bénin a procédé à la remise des plans de travail annuels à ses commissions techniques. L'objectif est de les doter d'une feuille de route pour une gestion plus efficace des besoins techniques de l'association tout au long de l'année 2021. Fifamé Salomé Atadedji et Daniel Ada pour les détails. Elles sont 7 commissions à appuyer l'Association des sociétés d'assurance du Bénin sur le plan technique. L'une après l'autre, elles reçoivent ce jour leur feuille de route tout en s'engageant à être à la hauteur des tâches qui leur sont assignées. Merci, Président. On va tâcher d'être à la hauteur de la mission. On attachera une attention particulière au suivi donc, des résultats que nous attendons donc, de ces commissions, puisque le document liste un certain nombre de choses à faire, en commençant par les objectifs généraux, en passant par donc les résultats attendus et les actions qui sont prévues pour pouvoir être réalisées avec les deadlines qu'il faut. Donc vraiment, on voudrait compter sur l'implication de tous et pour que nous puissions avoir donc, des résultats intéressants à la fin donc, de cette année 2021. Depuis sa création en février 1999, l'ASA Bénin mène plusieurs actions pour assainir le secteur des assurances. Il s'agit de la mise en place du pool VT, la mise en place du pool 2 roues, la mise en place du pool TPV, TPM, la mise en place de la convention de coassurance sur les TRC, la mise en place de la convention de l'assurance décès emprunteur, l'instauration des rencontres bilatérales sur les recours entre compagnies, la mise en place de la convention d'indemnisation rapide des assurés, l'obtention de la déductibilité de l'assurance retraite complémentaire, l'obtention de l'obligation d'assurance des risques de la construction. Mais l'Association des sociétés d'assurance du Bénin ne compte pas s'arrêter à ce stade. Pour elle, le chemin vers l'atteinte des objectifs reste encore long. C'est pour ça que l'ASA Bénin, lors de l'élaboration de son deuxième plan stratégique triennal, a mis l'accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques de l'association et le renforcement des normes d'éthique en son sein en vue d'obtenir un marché d'assurance dynamique et une association forte pour le Bénin à l'horizon 2023. Ce plan de travail servira d'étalon de mesure pour l'évaluation de la performance des commissions techniques en vue de l'atteinte des objectifs de l'association. Depuis 1999, l'ASA Bénin se veut être un creuset d'échange, d'établissement de rapports de confraternité entre ses membres et de défense des intérêts généraux des professionnels du monde des assurances. Sachez, mesdames et messieurs, que la chanteuse Madou La Daronne a officiellement lancé son premier ouvrage. Son nom, Mon parcours, un challenge perpétuel. Le document retrace la vie de l'artiste. Axel Dancy et Wenceslas Sarouan-Imon nous en disent plus. Il est évident que, en nous donnant un tracé de sa vie, elle donne également l'occasion d'apprécier la femme de caractère qu'elle est. Madou, c'est d'elle il s'agit. Connue sous la casquette d'artiste chanteuse, la musicienne a poli son art dans les années 90. Jinadou Isbat, de son vrai nom, a nourri des rêves de gosse. 30 ans de carrière, 30 ans sur scène, Madou La Daronne troque sa casquette de chanteuse contre celle d'écrivaine. Mon parcours, un challenge perpétuel, un roman autobiographique. Depuis mon adolescence, j'écrivais. J'avais mon livre intime, mon carnet, enfin, vous savez, quand on était jeune fille, on écrivait tout ça là. Et c'est cela que j'ai transcrit, j'ai transformé en livre. Donc ce n'est pas un truc que j'ai fait juste comme ça, non, non, non. C'est une histoire qui a une suite logique, ça date plus de 30 ans. Depuis mon carnet, mon journal intime, c'est ce que j'ai transcrit en livre pour raconter ce que j'ai vécu en étant adolescente, jeune fille, artiste, chanteuse, artiste chanteuse, celle qui vient embrasser la carrière musicale, aujourd'hui la femme au foyer que je suis, tout en restant artiste bien sûr.
Donc ce n'est pas une histoire au hasard, non, c'est des vécus, mon histoire vraie, parce que personne ne peut mieux raconter mon histoire que moi-même. Madou, la daronne, vient ainsi donc d'entrer dans la famille des écrivains, chose qui émeut ses fans. Je suis heureux. Je suis heureux pour ce que Madou vient de faire, parce qu'elle est dans les arts et elle est en même temps dans le livre. Et vous voyez, ça rime bien avec notre direction et c'est ce qui justifie la présence de la direction des Fonds des Arts et de la Culture ici à cette activité pour représenter en même temps que le Conseil technique à la culture, le ministre de la Culture. Madou, je suis fière de toi et je suis sûre que tous ceux qui sont venus cet après-midi et qui sont dans cette salle sont fiers de toi. C'est pour ça que nous sommes là. Cet ouvrage bilingue, écrit en français et en anglais, intitulé « Mon parcours, un challenge perpétuel, My Life, a Perpetual Challenge », qui raconte le vécu de la diva béninoise, est une histoire qui se compte sur plus d'une centaine de pages. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis d'en savoir encore plus sur cette merveilleuse femme. C'est une femme merveilleuse, polyvalente. Elle m'inspire beaucoup en tant que chanteuse de la nouvelle génération. L'art et les livres ne sont plus donc un secret pour Isbat Jinadou qui compte sur le marché des œuvres livresques et musicales. Au Mozambique, un cyclone a balayé plusieurs villes. Les vents violents ont contraint les autorités à évacuer des milliers de personnes. En Israël, des juifs ultra-orthodoxes refusent de se conformer aux règles sanitaires. Ils se rebellent contre les forces de l'ordre. Au Portugal, le président sortant est réélu pour un mandat de 5 ans. Sa première action sera de lutter contre le coronavirus. Le récit de Axel Dancy. Le cyclone Héloïse a balayé les côtes du Mozambique ce week-end et laisse derrière lui des villes inondées comme à Beira. Les vents violents qui ont soufflé à plus de 100 km/h ont contraint les autorités à évacuer plus de 7000 personnes de cette zone. Des pluies diluviennes se sont abattues sur les environs de cette agglomération portuaire où vivent plus de 160 000 personnes. De nombreuses familles ont dû trouver refuge dans les écoles pour échapper aux intempéries qui auraient détruit des milliers d'habitations mais aussi des centres de santé. Les champs se sont retrouvés sous les eaux, de quoi faire planer la menace de récolte anéantie pour les mois à venir. En Israël, des heurts ont éclaté ce week-end entre des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe et les forces de l'ordre. Ces groupes radicaux refusent l'application des restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus. Au Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa est réélu pour 5 ans avec plus de 60% des suffrages. C'est une victoire sans surprise mais éclatante pour le Portugais. Malgré un taux d'abstention record, le conservateur a obtenu 60% des voix en pleine crise du coronavirus. Dans son discours de victoire, il a promis de faire de la lutte contre le coronavirus sa première priorité. Ana Gomes, l'ancienne eurodéputée socialiste qui soutenait officieusement Marcelo Rebelo de Sousa, est arrivée en deuxième position avec 13% des voix. Elle a devancé de justesse le candidat de l'extrême droite, André Ventura, qui est arrivé en troisième position avec un peu moins de 40% de votants. Le taux de participation a été historiquement bas pour une présidentielle depuis l'avènement de la démocratie en 1974 et ce malgré la levée des restrictions sanitaires pour la journée. Les Pays-Bas ont vécu un week-end sous le signe de la colère et de la violence contre le couvre-feu sanitaire dans plusieurs villes du pays. 1500 personnes ont défilé après la première nuit passée sous couvre-feu et au moins 100 personnes ont été arrêtées.
Plusieurs véhicules ont été incendiés et des commerces ont été pillés malgré la présence de la police. Le gouvernement néerlandais a dénoncé ces violences, de même que l'incendie d'un centre de dépistage du coronavirus. Le coup-feu qui met en colère une partie de la population est la première depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Il interdit de sortir de chez soi de 21h à 4h30 du matin sous peine d'une amende de 95 €. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.